Et donc, pour passer de l'autre côté du terrain et le côté attaque de Minnesota contre la défense de Dallas, je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est quel type de défense a fait Dallas. Parce que c'est vrai qu'ils sortaient d'un tour contre OKC, deuxième tour des playoffs, où ils ont fait un switch all quasi absolu. Donc on change sur tous les écrans. Et ensuite, en plus, on concède le mismatch sur un switch, forcément. On n'a pas toujours le bon match-up face au ballon, face à l'attaquant de OKC, mais derrière, on compensait parce que c'était pas un vrai 1 contre 1. Il y avait des aides qui venaient depuis l'aile, les fameux stunts, justement. Il y avait des aides aussi au panier qui venaient depuis le côté faible avec des intérieurs, etc. Donc voilà, il y avait un peu cet aspect de switch all plus aide. Ok. Et on se posait la question de à quel point est-ce qu'ils vont faire ça, un switch all absolu de 1 à 5, ou est-ce qu'ils vont pas un peu ajuster. Parce que c'est vrai que notamment Anthony Edwards, à quel point est-ce que tu peux te permettre ou pas de switcher absolument tout, et donc notamment sur lui, y compris des pivots, à quel point c'est pas un peu trop risqué. Donc on se posait un peu la question, et au final, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un switch seulement de 1 à 4, et donc en ne switchant pas le pivot. Et donc en ne switchant pas Gafford et Lively sur Anthony Edwards, mais aussi parfois sur Mike Conley, et sur à peu près tout le monde en fait. Donc voilà, il y avait ce côté, on switchait à peu près facilement de 1 à 4, ok. Par contre, pas le poste 5. Donc c'est vrai que première conséquence, et qui moi m'a un peu embêté toute la série, c'est qu'en fait, quand tu ne switches pas le pick and roll Mike Conley-Gobert, tu offres un décalage, forcément, quand tu restes en drop par exemple, et que tu ne switches pas, tu offres un décalage. L'intérêt du switch, de changer sur l'écran, c'est que tu changes immédiatement, il n'y a aucun avantage nulle part, on change, tout est absorbé, voilà, pas d'avantage, pas de décalage. Or, le fait est que donc ça ne switchait pas sur Mike Conley et Rudy Gobert, la fameuse empty action, qui est un des moteurs de cette attaque des Wolves. Et le truc, c'est que tu offrais pas mal de ces avantages, de ces petits décalages, ces petits espaces, parce que ça restait en drop, parce que ça faisait un edge, enfin bref. Et Mike Conley s'est fait plaisir. Notamment, allez voir les highlights de Mike Conley, c'est que des flotteurs dans la raquette. Parce que sur cette fameuse empty action où il part depuis l'aile, il rentre un pick and roll qui rentre à l'intérieur, ça switchait pas, et donc voilà, il se faisait plaisir, il est dans la raquette, le petit flotteur. Et voilà. Ou alors le lob, comme encore une fois, comme quand Gafford de Lively allait sur Mike Conley, ça libérait le lob pour Gobert. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un truc où moi je m'arrachais un peu les cheveux, parce que je me dis, c'est dommage d'offrir ce décalage à un mec comme Mike Conley qui en plus est un bon shooter, peut prendre le flotteur, il peut prendre aussi le pull-up à 3 points, il l'a fait d'ailleurs, il l'a fait assez bien, il a fait beaucoup de bien à l'attaque là-dessus. C'est un peu dommage parce que c'est un mec qui a plus tant que ça de jus non plus, et pareil, Gobert de l'autre côté, c'est pas quelqu'un qui va punir les mismatchs et les switches aussi facilement, même qu'il peut pas le faire. C'est un peu la faiblesse. Donc, il y a un peu ce truc où je me suis un peu gratté la tête tout le début de la série en me disant, mais au bout d'un moment, il va falloir switcher quand même, parce que, en fait, tu peux switcher sur l'écran et tu te fais pas punir. Ni Mike Conley ne peut te faire un step back de la mort à 3 points par-dessus Gafford ou Lively si tu le fais presser haut, et pas non plus Gobert peut punir en post bas contre un petit, quoi. Donc, voilà, au début de série, Mike Conley a aussi fait beaucoup de bien parce qu'il n'a pas dû affronter un switch, donc ça a fait pas mal de bien. Par la suite, je crois que c'est match 3, match 4, je sais plus, je crois que c'est match 4, où ça s'est mis à switcher, et on a vu qu'en effet, mince, on switch ce pick and roll, et d'un coup, tiens, il n'y a plus d'avantage pour Minnesota, et en effet, tu donnes la balle au poste bas à Gobert, non, ça passe pas. Il y a la fameuse séquence où, du coup, retour de mi-temps, je crois que c'est donc match 4, où Luka Doncic switch sur Gobert, et sauf qu'en fait, Gobert essaie de le poster, et ça marche pas, quoi. Donc voilà, on s'est mis un peu plus, finalement, la fameuse empty action, on a fini par switcher un peu plus, et ça a permis un peu d'atténuer ce truc-là, parce qu'en effet, c'était une des meilleures sources d'attaque des Wolves, je crois que je le dis depuis le début des playoffs, si vous écoutez le Basket Lab depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, mais surtout, l'autre aspect donc de ne pas switcher le pivot, c'est que c'était aussi sur les pick and roll avec Edwards. Parce que ce qui s'y est passé, en fait, c'est qu'on n'était pas sur un switch all absolu comme contre OKC, on était plutôt en fait sur le modèle des Clippers. Sur la série du premier tour contre les Clippers, où donc ça ne switchait pas tout absolument, ça pouvait changer sur les écrans, notamment dans le périmètre. Donc on laissait Doncic, on laissait Irving se faire switcher sur Harden ou sur Paul George, par exemple. Mais derrière, les Clippers avaient aussi des non-shooters qu'on ne respectait pas à 3 points, et donc c'était Doncic face à Paul George dans le périmètre, ok, mais derrière on avait Lively, ou alors on avait Gafford, ou alors on avait Washington. Voilà, il y avait ce genre d'aide. On était un peu plus là-dessus contre Minnesota. Donc Edwards, quand il essayait de cibler ou d'attaquer un peu un extérieur, ça switchait, sauf que Doncic, il est bien gentil, mais sauf que c'est pas un vrai 1 contre 1. Donc il n'était pas aussi vulnérable que ça, en fait. C'est pas un vrai 1 contre 1, parce que derrière, tu as des aides. Donc le but, c'est juste, tu changes sur l'écran pour pas offrir de décalage, et puis ensuite, tu as de l'aide derrière. Et tu orientes en fait le drive vers de l'aide. C'est un peu ça. Et ça, pour le coup,
voilà, Doncic ou Irving sont pas capables de tenir en 1 contre 1 totalement isolés, mais par contre, juste se positionner de la bonne manière, rester devant sans forcément contenir, mais rester devant et orienter vers une aide qui ensuite va venir fermer l'angle ou alors carrément contrer le tir, ça, ils sont capables. Donc, c'est ce qui a été fait sur les pick and roll entre plus petits, on va dire, entre extérieurs. Il y a eu ça, et donc c'est comme ça que Doncic ou Irving n'ont pas été tant ciblés que ça par Edwards. Et par contre, c'est vrai que le pick and roll avec un poste 5, cette fois, ça ne switchait pas. Et donc, Gafford, par exemple, quand Edwards attaquait le pick and roll, attaquait Gafford, donc avec un poseur d'écran qui était Rudy Gobert, par exemple, là, le poste 5, ça switchait pas, et donc il y avait un petit espace. C'était en drop. Gafford n'est pas forcément un top défenseur de drop, mais voilà, il y avait au moins un petit quelque chose à faire, peut-être. Il y avait un petit décalage qui était offert, et donc Edwards pouvait faire pas mal de choses. Je précise aussi que, comme dit, un switch all de 1 à 4, donc notamment le pick and pop avec Towns n'a pas été là. Pourquoi ? Parce que ça, par contre, on switchait. Voilà, on switchait pas avec Gobert et le poste 5 en général, mais par contre, Towns, évidemment qu'on change sur l'écran parce que si tu changes pas, il peut juste s'écarter en pick and pop et te punir facilement. Donc là-dessus, le pick and pop, on switch, sans trop de problème. Ok. Mais donc c'est vrai que par contre, sur les pick and roll avec pivot, ça switchait pas, et donc, théoriquement, Edward aurait pu faire quelque chose de ce truc, en fait, de ce décalage qu'on lui offrait, parce que quand tu switches pas, il y a un décalage. Mais dans les faits, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué que prévu. Et je me suis demandé pendant longtemps pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu switcher, alors que ça aurait été un peu une solution un peu facile. Mais je pense que, je me demande à quel point est-ce que ça n'a pas été, est-ce que Kidd n'a pas fait ce choix-là pour plusieurs aspects, notamment essayer un peu de forcer sur le passing de Ant sur pick and roll, qui n'est pas un passing top. Donc à quel point est-ce que tu te mets en drop ou alors tu te mets en edge, tu mets 2 sur le ballon au niveau de l'écran, tu vas pas essayer un peu d'aller titiller ce côté passing et le forcer à faire la bonne passe, la bonne lecture, donc le côté playmaker où il est moins bon que si juste tu fais un switch et tu le laisses te faire une isolation un peu tranquille, quoi. Donc voilà, je me demande à quel point est-ce que c'était pas fait aussi, premièrement, pour essayer de le faire forcer sur le passing où il est pas top, deuxièmement aussi pour la pâter sur des tirs, des pull-ups un peu, pas très rentables finalement, parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'il y a des fois, t'as un pick and roll, Gafford il reste un peu bas, et Anthony Edwards il sort de l'écran, il prend le pull-up, et il le met, tu dis ah ouais super, ok, sauf que au final, sur un gros échantillon, il en a pas mis tant que ça, des pull-ups, des longs pull-ups à 2 points notamment, et puis même c'est un tir que tu préfères concéder, ça plutôt qu'un drive au panier. Donc je pense qu'au final, le plan de jeu a été pas mal de ce point de vue-là, parce que avec ce non-switch, t'essayais un peu d'aller titiller sur son passing, t'essayais un peu de l'appâter sur des pull-ups un peu loin, plutôt que d'avoir le bon mismatch et d'essayer de l'enfoncer jusqu'au panier. Et donc c'est vrai que la conséquence, c'est qu'il a fait une série en termes de scoring, on reviendra peut-être sur le playmaking après, mais en termes de scoring qui a été très mauvaise. Et évidemment, je parle pas de volume, je parle d'efficacité. On a vraiment eu, je trouve, une excellente série de Dallas avec cet aspect où on t'appâte un peu sur des pull-ups, en tout cas on te prive d'aller jusqu'au panier et prendre des tirs faciles, des tirs rentables, et même quand on switch, en réalité on switch et on t'oriente vers une aide. Et c'est un peu, voilà, c'est ce que fait Dallas depuis le début des playoffs. Ce côté, il y a des aides au panier un peu agressives, même très agressives, qui marchent très bien en fait. Et c'est comme ça que, donc, disais-je, en termes d'efficacité, sur le début des playoffs, donc Phoenix plus Denver, en termes d'efficacité, voire même de productivité, donc l'efficacité au tir plus la production au lancer franc, tout ça mis ensemble, il était à 1,25 points par tir. Voilà, sur le début des playoffs, 1,25 points par tir tenté, par tentative de tir, 1,25 sur les matchs 1 à 4 de cette série. J'enlève un peu le 5 parce que le 5 très vite il est plié, et c'est vrai qu'à la fin Dallas joue un peu plus, très vite Dallas joue plus le chrono quand ils sont à plus 20 ou plus 30 même que qu'autre chose, donc mettons ça à part. Mais donc sur les 4 premiers matchs de la série, il y a 1 point par tir tenté, de 1,25 points par tir tenté à 1 point par tir tenté sur cette série contre Dallas, avec donc la fameuse défense de Dallas qui structure très bien le terrain et qui l'empêche de faire quoi que ce soit, qui le force à être un shotmaker dans le périmètre. Et donc pour vous dire, surtout pour modéliser, parce qu'on n'a pas trop l'échelle en tête évidemment, la moyenne NBA sur ces playoffs 2024 pour l'instant elle est à 1,14 points par tir en moyenne en NBA en playoffs 2024. Donc c'est-à-dire que il est passé de plus 9%, son score était plus 9% plus efficace que la moyenne NBA contre Phoenix et Denver, plus 9% à moins 13%. Il est passé d'un score qui était 9% plus efficace que la moyenne à un score qui était
13% moins efficace que la moyenne. Pour vous dire à quel point, donc, il y a une chute d'efficacité assez spectaculaire sur cette série qui est due à Dallas et qui, encore une fois, peut-être, c'est pas totalement de sa faute. Je trouve que c'est pas totalement de sa faute et c'est là où on peut rajouter l'aspect un peu plus global de Dallas qui est que, comme d'habitude, hein, j'ai commencé un peu à l'évoquer, le côté aide, un peu pour protéger les switches ou juste pour venir aider. Mais voilà, on a affaire à une équipe qui ne respecte pas, qui n'a pas respecté le spacing de Minnesota. Et d'autant plus, d'ailleurs, comme dit tout à l'heure, avec le fait que non seulement tu as Gobert, ok, mais tu as aussi Kyle Anderson qui joue pas mal de temps parce que tu as besoin de sa défense. Donc ça rajoute un deuxième non-shooter. Et donc, même quand c'était pas forcément juste switch plus aide derrière, ou alors pas simplement je viens aider depuis le côté faible en pré-rotation très tôt dans la possession, etc., même parfois tu pouvais te permettre de faire des prises à deux sur l'écran parce que tu avais une valve de décompression, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, tu as un pick and roll entre Gobert et Edwards, ok, tu fais une prise à deux, et puis Gobert va être couvert par un troisième homme qui vient depuis le côté faible, qui vient le couvrir. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre ça? C'est parce qu'on a dans le corner Kyle Anderson qu'on peut abandonner. Et qu'on ne craint pas d'abandonner, donc on peut avoir de la pression sur le ballon, sachant qu'on a cette valve de décompression dans le corner ou sur l'aile, ou voilà. Quelque part, on a quelqu'un sur lequel on n'a pas besoin de faire la rotation, de faire le close-out, donc au bout d'un moment, on est un peu sauvé, quoi. Ça donne le temps de faire la prise à deux et puis de revenir en position. Voilà. Donc ça, c'est vrai que, pour le coup, je suis déçu côté Minnesota que les Wolves aient un peu trop respecté le spacing de Dallas. Eux, Dallas, ils sont pas embêtés avec ça. Ils n'ont pas respecté le spacing des Clippers, ils n'ont pas respecté le spacing d'OKC, et là, Jason Kidd non plus n'a pas respecté le spacing de Minnesota, parce que voilà, et à part Towns, qui en plus était en manque de réussite, qui est-ce que tu as comme très bon shooter? Voilà, Nickel Alexander-Walker, c'est pas top, McDaniels non plus, pas tout le temps, c'est pas non plus un énorme shooter, ni à gros volume, ni à haute efficacité. Kyle Anderson, on l'a dit, Mike Conley, qui est peut-être le meilleur shooter dans ce lot-là. Voilà, il y a un peu ce problème de spacing, et comme d'habitude, Jason Kidd, autant il n'a pas fait un switch all absolu, mais il s'est quand même permis de faire comme d'habitude, j'ai mes protections en deuxième rideau, j'ai des stunts un peu agressifs depuis l'aile, je fais des pré-rotations très tôt dans la raquette, quitte à concéder des 3 points et des kick-out, etc., etc. Donc, c'est là-dessus où je pense que c'est un peu injuste d'accabler Edwards là-dessus, parce que, en fait, bon, déjà, sur le début des playoffs, il a eu un shot-making, donc un aspect de surréussite par rapport à d'habitude, qui était assez gros. La série contre Phoenix, on en avait parlé, mais Phoenix faisait un peu ces mêmes schémas. C'est juste que Edwards a mis tous les tirs, en fait, tous les pull-ups, plutôt que, voilà, il avait un mec devant lui et puis une aide en deuxième rideau, mais il allait pas l'affronter, il prenait le pull-up et il le mettait. Bon, voilà, il y a rien à faire, quoi. Il met le pull-up. Il prend le mauvais tir, mais il le met souvent. Ok. En effet, peut-être qu'en plus, la chute est vertigineuse entre le début des playoffs et la fin, parce qu'en plus, il y a eu un petit surplus de réussite au début. Donc ça donne cet effet encore plus sensationnaliste. Mais pour le coup, si, il aurait pu faire plus, mais à quel point c'est un peu injuste de lui en vouloir quand c'est juste aussi les schémas de Dallas qui sont bons, c'est Minnesota qui n'a pas un bon spacing pour l'aider, et pour l'optimiser et pour punir ses schémas. Ça, il y peut rien. Et alors, ok, il aurait pu mettre 60% de ses pull-ups, ses longs tirs à 2 points, comme contre Phoenix, mais bon, ça arrive jamais, quoi. Ça arrive jamais. Donc, il y avait un terrain qui était congestionné. Bon, en un sens, c'est pas trop de sa faute, et de l'autre côté, il y a aussi cet aspect où c'est pas non plus, c'est pas Doncic, en fait. Et je parle même pas du playmaking. C'est pas Doncic, c'est pas Harden non plus, le Harden de la grande époque, évidemment. C'est pas LeBron. Voilà, c'est pas ce genre de driver un peu implacable en un sens, même si c'est un abus de langage, ce mot, vous avez compris, mais voilà, Edwards, c'est un mec très complet, qui a le pull-up, qui a le drive, qui a d'ailleurs été bien meilleur cette année en drive que l'an dernier. Donc il est capable, mais c'est pas un driver d'élite de très 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 haut niveau en termes de. Il n'a pas non plus les outils, la taille de LeBron et de Doncic ou la puissance, etc. Il n'a pas ça. Donc quand tu mets un peu en place ces schémas, comment est-ce que tu peux les contourner ou les battre? Soit tu as des shooters qui punissent ces aides, soit tu as un mec qui peut aller à travers les aides. Et malgré tout, en fait. Un peu ce côté drive malgré tout. Et ça, c'est vrai qu'on peut lui reprocher si vous voulez, mais c'est juste pas son profil, en fait. Donc, je serais un peu clément, pour le coup, pour lui sur cette série, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, et c'est pas totalement de sa faute. C'est aussi qui il est, en fait. Je me demande à quel point est-ce qu'il y a peut-être pas un côté attente un peu trop haute aussi. Mais voilà, quand il n'y a pas d'espace pour driver, il drive pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il prend des pull-ups, et parfois il les met, parfois il les met pas. Mais voilà, c'est pas non plus c'est pas Curry non plus, quoi. C'est même pas Lillard, c'est pas Irving, c'est même pas un shooter de pull-up d'élite. Donc parfois il va les mettre, mais il faut pas s'attendre non plus à une réussite à la Kevin Durant sur pull-up ou non plus, quoi.
Donc ça, c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il faut aussi séparer son passing en deux pour moi. Le passing sur pick and roll, notamment quand il y a un peu de pression sur le ballon, c'est pas un passeur génial. Il y a pas mal de fois où, on l'avait vu contre Denver, mais on l'a vu aussi là sur cette série, parfois quand il y a des 2 contre 1 sur lui sur le ballon, c'est pas un passeur génial. Et donc il manque un peu des opportunités de passe. Il y a des fois, hein, si vous voulez, vous faites pause sur une action, vous verrez qu'il y a un quart de seconde où il y a une fenêtre de passe qui est ouverte pour le rollman, pour Gobert qui plonge au panier, ou alors il y a un 1 contre 2, donc s'il fait la bonne sortie de balle par-dessus la défense, mais ça il n'est pas capable, c'est pas un passeur d'élite, et s'il passe par-dessus avec le bon timing et le bon angle, il y a un 1 contre 2 à exploiter côté faible, etc., etc. Bon, ça il peut pas. Mais ça, là encore, à quel point c'est injuste d'attendre de lui que ça devienne un playmaker génial alors que ça ne l'est pas, et ça ne le sera probablement jamais. Bon, ça me paraît un peu injuste d'avoir d'aussi grandes attentes. Par contre, là où il a fait une très bonne série et là où son playmaking, je trouve, brille de mille feux, c'est sur le drive and kick. C'est-à-dire que sur le côté pick and roll, face à une pression face au ballon, il n'est pas non plus génial pour toutes ces petites lectures en termes de timing, en termes de détails, en termes de précision, de passer par-dessus, etc. Ça, il est pas top. Par contre, on a vu une excellente série en termes de drive and kick, c'est-à-dire non pas sur pick and roll face au ballon, mais sur j'attaque, je fais une pénétration sur isolation notamment, et puis je vais dans la raquette, je crée du chaos, j'attire des aides, et puis je ressors. Et ça, je trouve que, encore une fois, le passing de pick and roll, pas top, pas parfait, pas mal mais pas parfait, par contre, pas mal et beaucoup de drive and kick, je trouve, et qui génère en fait des tirs de très très grande qualité. Donc ça j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'il faut pas non plus le retirer. Donc voilà, un peu du bon et du pas bon finalement sur Edwards, entre sa série au scoring qui est pas top, en efficacité qui est pas top, mais en même temps c'est pas que de sa faute non plus, je trouve. À quel point est-ce que aussi les attentes sont pas trop hautes en termes de scoring. Il n'a pas cet aspect de scoring malgré tout, il n'a pas cet aspect de playmaking non plus, un peu playmaking génial, donc c'est pas lui qui peut punir et qui peut aller trouver la solution face à une prise à deux, face à une pression sur le pick and roll, mais par contre tout de même pas mal de bons driving kick et de bons playmaking fait de cette manière, donc voilà pour le cas Anthony Edwards qui est un peu particulier je trouve. Et puis terminer rapidement aussi, alors oui, le cas Karl Anthony Towns, lui c'est pareil, il est également sur la série en entier. La série entière, il est à 1 point par possession également. Autant dire que pour lui, qui d'habitude est un scoreur très efficace parce que tellement bon à 3 points, là on a eu une panne d'efficacité en fait. Hein. Et bon, c'est un peu marrant, je sais pas, c'est pas sauf si vous êtes fan des Wolves, mais je trouve que sa série est pas si mal que ça en attaque. Et je trouve qu'encore une fois, on a vu que, en termes de créateur de jeu, c'est pas mal, quoi. C'est un mec qui peut aller au post-up face à tel ou tel match-up, même si face à Dallas, il n'y avait pas de très bon match-up à exploiter, mine de rien. Donc voilà. Et puis, non, c'est un mec qui, sur le passing aussi, libère pas mal de choses. Le pick and roll 4-5, encore une fois, a été très bon. Donc c'est vrai que moi, j'avais un peu ce truc bizarre de me dire pendant le match, ah ouais, il fait des bonnes choses, quoi. Et en effet, par contre, quand tu dézoomes un peu, à tête reposée, un peu plus à froid, peut-être aussi, tu regardes les chiffres et tu refais le bilan et ok, dans le jeu, il fait des choses bien, mais c'est juste qu'il y a une panne d'efficacité, une panne au tir notamment qui a été trop grande, quoi. Enfin, trop grande. Est-ce que c'est de sa faute ou pas ? Je sais pas. Mais grosso modo, hein, à part le coup de chaud qu'il a eu fin du match 4, qui a un peu sauvé le match 4 et qui a permis de gagner le money time, à part ça, c'est vrai qu'il y a très peu de tirs qui sont rentrés. À quel point c'est de la variance ? Donc un peu un manque de chance, à quel point c'est les tirs qui étaient bien contestés aussi. Et, je parle pas des 3 points, là, je parle de même dans le jeu, le côté flotteur, etc. Mais voilà, je veux pas non plus tout jeter à la poubelle. Ok, il a fait une mauvaise série d'efficacité. On peut lui reprocher dans une certaine mesure si vous voulez. Mais je trouve que dans le jeu, encore, il a été pas mal. Je lui reprocherais plus la défense, moi, pour le coup, mais où il a été un peu plus moyen. Mais voilà, quand même, pas, encore une fois, pas tout blanc, tout noir. Côté Towns, c'est juste qu'on n'a pas eu le vrai Towns qui enfile les 3 points et qui aurait bien aidé, quoi. Qui aurait bien aidé parce que si Dallas ne respecte personne dans ce spacing, sauf un qui est Towns, mais que lui ne met pas ses tirs, si ton shooter d'élite ne met pas ses tirs, c'est vrai que c'est compliqué. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.